L'idée de Genesis Telecare s'inscrit dans une démarche qui consiste à apporter quelque chose en Afrique, en particulier au Cameroun. C'est vrai, je ne me suis pas présenté, mais en un mot, j'aimerais vous dire que, comme l'a dit l'animateur, j'ai été à Microsoft pendant près de 10 ans pour faire du logiciel au siège social. Parallèlement, nous avons essayé de porter le projet de l'Université virtuelle africaine et j'en suis devenu le premier président élu. J'ai passé près de 6 ans avec l'UVA et une fois que je suis parti et de l'UVA et de Microsoft, je voulais envisager d'autres enjeux et j'ai ainsi décidé de commencer une start-up aux États-Unis avec la coopération d'amis indiens qui étaient à Microsoft avec moi et aussi de m'installer au Cameroun en termes de projet. J'ai été très touché par ce que j'ai vu au Cameroun. L'intervenant précédent, M. Kézo, parlait tout à l'heure de la jeunesse. Je pense qu'il m'a rendu un grand service en disant certaines choses. Lorsque je suis parti de Microsoft et de l'Université virtuelle africaine, je dois dire, pour me lancer dans ce projet en Afrique, passez-moi l'expression, je dois dire que je ne tombais pas du ciel. Lorsque nous travaillions sur le projet de l'UVA, nous avons rencontré des obstacles incroyables. Et pas seulement au niveau du Cameroun, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau des institutions mondiales, y compris la Banque mondiale. La Banque mondiale qui m'a sollicité pour incarner, si je peux dire, le projet de l'Université virtuelle africaine, a eu pour l'essentiel à s'opposer à ce projet. Beaucoup de gens pensent que c'est la Banque mondiale qui est à l'origine de la création de l'UVA. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le père de l'UVA, en tout cas sur le papier, c'est un certain Étienne Baram Chamage. C'est un Burundais. Étienne a conçu ce projet dans sa tête alors qu'il était fonctionnaire international précisément à la Banque mondiale. Il n'a pas eu de soutien, il n'a pas eu de support. Comme Étienne était d'un tempérament, on va dire, pas très facile, pas très commode, Étienne s'est littéralement fâché et il a abandonné son projet pour ainsi dire. C'est en ce moment-là que le président de la Banque mondiale d'alors, à savoir James Wolfenson, a pris sur lui d'aider les gens à mettre ce projet sur pied. Étienne voulait plus en entendre parler. Il sollicitait donc des personnes et c'est ainsi qu'on est venu me voir à Microsoft où je travaillais déjà, qui a une distance considérable de Washington DC, c'est-à-dire nous sommes sur la côte nord-ouest. On est donc venu me voir pour me demander si j'étais intéressé par un tel projet qui concernait naturellement l'Afrique. Bien évidemment, j'étais pour, mais il fallait que je voie dans quelle mesure je pouvais vraiment être utile. Et j'ai donc réfléchi, j'ai fait le voyage parce que j'étais invité à la Banque mondiale. J'ai rencontré le président Wolfenson qui m'a dit qu'on lui a parlé de moi, etc. Et il m'a demandé, en tant qu'Africain, si je pouvais porter le projet de l'Université virtuelle africaine. Quelle était son expression? Et j'ai dit à M. Wolfenson que j'étais tout à fait d'accord à condition qu'il me soutienne dans la direction que j'entends prendre et j'entends être inflexible dans cette direction. M. Wolfenson m'a accordé toute sa confiance. C'est ainsi que j'ai rejoint le projet de l'Université virtuelle africaine. Qu'est-ce qui peut être utile dans cette expérience à retenir? Surtout pour les jeunes, en tout cas au sens où le docteur Kezel l'entendait, c'est que bon nombre de personnes se sont opposées à ce système. Ils disaient que les Africains n'étaient pas mûrs pour faire de la technologie alors qu'il y avait d'autres priorités, notamment la faim, notamment les maladies. Mais la singularité était qu'il s'est trouvé un vice-président africain pour être en phase avec cette vision des choses. Voilà, quelle est la réalité de l'UVA. Et comme il n'y a pas 10 000, il n'y a pas eu 10 000 vice-présidents africains à la Banque mondiale, sans vouloir le citer, vous aurez l'occasion de deviner qui était cette personne. Littéralement, il était contre ce projet.
Donc j'ai accepté de porter ce projet avec eux, bien sûr, simplement parce que Wolfenson avait accepté de s'y impliquer personnellement. Voilà comment est né l'UVA. Donc je suis allé au Cameroun sans idée préconçue. Je suis allé au Cameroun sans a priori. Je me suis dit, je vais voir, je vais rencontrer tous les acteurs. Je ne savais même pas, pour vous dire, qu'il existait une association de télémédecine. J'ai donc pris presque une année pour faire ce qu'on appelle le homework. J'ai fait mon homework, un travail de recherche. J'ai sillonné le pays, si j'ose dire, surtout l'arrière-pays, pour comprendre les besoins de santé, pour comprendre ce qui ne fonctionne pas très bien, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Et au terme de cette démarche, j'ai donc décidé de faire une proposition que j'estimais assez solide au ministre de la Santé publique. Je tiens à dire que je ne le connaissais pas. Je connaissais pratiquement personne au Cameroun. Voilà. C'est important pour les jeunes qui peut-être pensent qu'il faut toujours connaître quelqu'un pour réussir. Moi, je ne connaissais pratiquement personne, en tout cas, pas les grands acteurs dans ce domaine. J'ai donc fait une proposition au ministre de la Santé publique qui m'a reçu. Nous en avons parlé d'abord en tête à tête. Et ensuite, il m'a recommandé de contacter les autres acteurs dans le domaine de la télémédecine. C'est-à-dire qu'il y a une association qui existe et qui est présidée par le docteur Wali Mouna, qui est un cardiologue. J'ai rencontré l'association d'abord quelques individus en tête à tête et ensuite, il a été convenu d'une réunion. C'était le parcours du combattant parce que naturellement, il y avait des résistances. Surtout que j'avais des collaborateurs qui venaient de l'Inde et ça faisait un peu peur, comme si on venait prendre ce qui constitue leur chasse gardée, si j'ose dire. Mais, contre vents et marées, nous nous sommes efforcés à échanger avec ces acteurs. Nous savions qu'ils étaient incontournables. Et ce n'étaient pas des moindres non plus. Un monsieur comme le professeur Wali Mouna, un monsieur comme le professeur Samuel Kingé, professeur Nundu et j'en passe, eux tous ont été impliqués dans notre démarche. Au terme de cette démarche, j'ai fait une proposition au ministre de la Santé publique et je lui ai dit que nous ne venions pas bouleverser le système. Nous venions simplement faire des propositions qui visent à l'améliorer. C'est-à-dire que les problèmes de santé sont tellement importants au Cameroun que personne ne peut prétendre avoir la solution. C'est ainsi que, après peut-être 6 mois d'attente, d'échanges, de mails, etc., le ministre a signé la convention qui nous permettait d'opérer en tant que structure privée, j'insiste bien, privée de télémédecine. Le reportage a dit tout à l'heure que nous étions ONG. Nous n'en sommes pas une. Je crois que la confusion vient du fait que la fondation que j'ai créée à titre personnel appuie la structure Genesis. En termes concrets sur le terrain, et je vais essayer d'aller vite sur ce point, l'idée est très simple. Comme la vidéo l'a montré, nous créons des sites dans le pays et nous nous efforçons de le faire de façon équilibrée. Nous avons commencé par l'Est. Tout le monde me pose toujours la même question, pourquoi Abondant? Eh bien d'abord, pourquoi pas? Et ensuite, parce que nous estimions qu'Abondant était une zone vraiment désenclavée. En termes de santé et même en termes économiques d'une façon générale, Abondant est une zone qui est vraiment très en arrière. Donc nous avons commencé par Abondant comme site pilote et d'une manière même générale, nous avons commencé par l'Est. Parce qu'en réalité, nous avons déjà près de 3 sites dans l'Est du pays. Abondant, Koten, vous avez vu sur le reportage, et Banjok. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que les populations qui se trouvent dans ces zones n'ont plus désormais besoin de se déplacer pour avoir des soins de santé de qualité, que ce soit à partir de notre centre d'opération de Yaoundé ou même à partir de l'étranger. Des patients qui se trouvent en Allemagne, en France, au Canada, s'ils ont une maladie tropicale qui ne peut pas être prise en charge dans leur pays, ils peuvent contacter un médecin camerounais directement au Cameroun qui peut donc participer. C'est un panel en fait qui travaille, qui peut donc participer au diagnostic qui est très très important pour nous. Donc à l'heure où je vous parle, le ministre d'État centrafricain que j'ai rencontré à Paris est en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions mettre un centre de télémédecine dans son pays, lequel centre sera piloté à partir du Cameroun. Nous pensons que c'est une avancée considérable. Nous avons en ce moment 5 sites
dans le Cameroun entier. 5, ce n'est pas beaucoup, étant donné les problèmes de santé qui sont énormes. Mais nous avons délibérément souhaité avancer graduellement. Nous voulons vraiment faire des choses solides. Nous voulons ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Nous avons certes obtenu un appui du ministère de l'économie, et je leur en secret. Cet appui consistait à faire un prêt. Il faut que ce soit vraiment clair. Et le paradoxe, c'est que nous n'avons trouvé aucune banque camerounaise, en tout cas, pour nous prêter de l'argent. Il faut que ce soit clair. Et c'est le gouvernement camerounais qui nous prête de l'argent. Ça, je vous parle des réalités que j'ai vécues. Nous entendons atteindre un équilibre financier en jouant sur les économies d'échelle, à long terme. Ça veut dire que lorsqu'on va dégager ce que vous appellerez bénéfice, si je puis dire, nous allons réinvestir pour créer davantage de sites. Parce que ce que je ne souhaite pas, ce que mes collaborateurs et moi ne souhaitons pas, c'est de faire un projet qui fonctionne bien, mais l'impact est zéro. C'est-à-dire on se contente de soigner 100, 200 patients au Cameroun, ça ne représente absolument rien. Donc, nous aider, c'est nous aider à créer davantage de sites. Nous ne demandons même pas de dons en termes d'argent. C'est vrai que nous sommes une structure privée, en empruntant de l'argent, on peut avoir l'extension, avoir plus de sites. Mais si les entreprises veulent nous faire l'offre de matériel, les matériels de télémédecine coûtent extrêmement cher, je vous le dis, veulent nous faire des offres en termes de matériel, elles sont parfaitement les bienvenues. Les objectifs de la télémédecine, nos objectifs sont très simples. C'est de pouvoir donner accès à un nombre considérable de patients. Je dis bien accès, parce qu'il y a des patients qui n'ont même pas accès à un médecin généraliste, encore moins un médecin spécialiste. Donc, c'est l'accès. Nous n'entrons pas en concurrence avec qui que ce soit. Nous voulons donner accès à ceux qui n'ont pas cet accès. La question qu'on nous pose très souvent, et je m'efforce d'y répondre, parce que j'ai l'occasion de le faire, c'est que comment est-ce qu'un médecin peut consulter à distance, il ne va pas pouvoir toucher un malade? C'est vrai, la télémédecine n'est pas parfaite. La télémédecine a d'abord été consultée, elle a d'abord été conçue, en tout cas dans mon esprit, pour donner l'occasion à ceux qui n'ont même jamais vu un médecin. Aujourd'hui, les patients obtiennent un électrocardiogramme à distance. Ils échangent avec le médecin et ils ont des recommandations appropriées. Ce n'est pas parfait une fois de plus, mais ça sert quand même une cause. Je voudrais bien que ce soit clair. La télémédecine ne va pas remplacer ça. D'ailleurs, il y a des domaines pour lesquels la télémédecine n'est pas idéale. Je pense notamment à la gynécologie. Mais je peux nuancer cela en disant qu'elle est pourtant parfaite pour contrôler la femme enceinte. La mortalité maternelle est très très importante aujourd'hui, en Afrique, en tout cas. Et avec nos instruments que nous avons un échographe qu'on met, on met les électrodes sur une femme enceinte, ça contrôle sa maternité jusqu'au bout. Et ça permet ainsi de sauver la femme et peut-être de sauver l'enfant également. La télémédecine permet également de désenclaver les régions, on en a parlé tout à l'heure. Nous ne concentrons pas l'essentiel de nos centres en zone urbaine, mais nous le faisons en zone rurale, parce que c'est là-bas que les besoins sont les plus importants. Et ça permet aussi d'avoir un coût accessible, ça revient encore au terme accès, parce que vous avez entendu parler de nos prix. Un électrocardiogramme, par exemple, pour le patient, 5 000 francs en zone rurale, alors que ça coûte ailleurs 12 000, voire 20 000 dans les régions comme Douala. Et qui plus est, le patient n'a pas besoin de se déplacer pour obtenir cet électrocardiogramme. Les consultations de base en zone rurale coûtent 600 francs. Elle permet également de réduire les délais d'attente. Pour dire les choses telles qu'elles sont, l'une des choses qui décourage le plus de patients dans notre pays, c'est les attentes dans les hôpitaux. Quand bien même on attend, on n'est même pas sûr de pouvoir voir le médecin. Donc, nous permettons de réduire les délais d'attente. Nous avons même dit notre leitmotiv est que vous ne pouvez pas attendre plus de 15 minutes. Et jusqu'ici, nous nous sommes efforcés de respecter cela. Et naturellement, elle permet de mettre à la disposition des patients des examens très sophistiqués, notamment à l'extérieur du pays, le cas échéant. Bon, ça peut paraître un peu présomptueux, mais la télémédecine, c'est une réalité aujourd'hui au Cameroun. Il se trouve que nous sommes les pionniers dans ce domaine sur la pratique du terrain.
Mais il y avait déjà une association, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, qui est présidée par le professeur Mouna, une association de télémédecine qui regorge d'ailleurs beaucoup de professeurs, le professeur Cam, le professeur Ndo et j'en passe, et voilà, qui discutent des possibilités d'implémentation de la télémédecine. Nous nous sommes efforcés de la mettre en œuvre et en termes de travail sur le terrain, notre vision est d'avoir près de 200 sites d'ici à 5 ans. Nous sommes à 5 sites. D'ici un mois, nous entendons avoir un site à Konolinga. Tout est prêt à partir, c'est déjà ficelé. Avoir un autre en Nanga et Boko. Et avoir encore un autre en Gaoundéré. Et je dois dire que le site qui marche le plus en ce moment, je vais peut-être vous surprendre, c'est le site de Yagua, dans l'extrême nord. Ça marche comment? D'abord en termes de patients. Les patients sont importants au nombre. En termes de paiement, ça nous intéresse, pas parce qu'on recherche le fric, parce que nous voulions responsabiliser les patients. Nous avons dit que nous n'offrions pas du gratuit. Même si les taux sont faibles, le site de Yagua, les patients payent leur consultation et même leur test sans problème. Cela m'a quand même étonné, très personnellement. Je ne l'avais pas anticipé. Voilà. Et nous avons à Yagua des Tchadiens qui traversent la frontière pour venir se faire soigner chez nous. Abondant, j'entends. Il y a des problèmes d'électricité. Disons-le franchement, nous avons des groupes électrogènes naturellement et tout, mais les problèmes d'électricité abondants sont assez sérieux. Voilà, j'ai mis quelques-uns des sites, Koken, Abomban, Yagua, Yaoundé, voilà aussi, j'ai oublié. En chantier, nous avons 3, j'ai dit Ngaoundéré, Nanga et Boko, non, pas sans à Konolinga. Ce sont les 3 qui vont être mis sur pied dans 3-4 semaines maximum. D'ici la fin de l'année, on espère qu'on aura une 50aine de sites à travers le pays. Les partenaires, je les ai cités, MinSanté, Minepad, Campbell, Sosucam, UNESCO, bientôt OMS et MTN. Et bien sûr, l'association de télémédecine, les professeurs de télémédecine au Cameroun, enfin, les professeurs de médecine qui font partie de l'association de télémédecine. Mon cas a été, notre cas j'entends, a été très singulier. Je ne sais pas quelle expérience les jeunes peuvent tirer de cela, au-delà de ce qu'a dit le docteur Kaiser. Pour ma part, on a parlé de découragement, je n'ai jamais été découragé. Je dirais d'accord, pour ma part, j'estime que les problèmes sont partout. Les États-Unis, où moi j'ai évolué essentiellement, c'est un pays extrêmement difficile. Si je me permets, nous aurions tous besoin de nous remettre en cause, de faire notre aggiornamento, comme on dit. Je pense vraiment qu'il ne faut pas toujours passer sa vie à accuser les autres et penser qu'on est parfait. J'ai appris beaucoup de choses au Cameroun, j'ai appris que vous pouvez trouver des acteurs, des alliés, j'allais dire, de tout horizon, toutes les couches sociales, comme les obstacles peuvent venir de n'importe où. Ce n'est pas forcément au niveau gouvernemental, c'est forcément au niveau des banques, c'est partout. Donc il faut simplement se battre, comme l'ont dit les intervenants précédents. Et je suis une fois de plus très heureux et surtout très honoré d'avoir eu l'occasion de partager cette expérience ici. J'espère que ça va servir à quelque chose. Merci beaucoup.